Alors, mon métier, il est pluridisciplinaire. Donc moi, j'ai commencé à découvrir mon métier en tant que personne. Donc j'ai d'abord travaillé sur moi-même, j'ai été faire de la sophrologie, j'ai été faire de la psychothérapie pendant longtemps. Je suis encore suivie d'ailleurs par un psychothérapeute et un superviseur. Donc voilà, j'ai d'abord découvert ça au niveau personnel et ça m'a donné envie, au moment d'un passage d'un concours, de devenir d'abord sophrologue. Et puis dans la sophrologie, au moment de passer mes examens, au moment de vraiment m'installer, j'ai découvert il me manquait des choses pour recevoir convenablement mes patients, pour pouvoir les prendre en charge convenablement et de façon plus globale, d'avoir une démarche plus holistique. Donc du coup, je me suis formée d'abord en shiatsu, donc en énergétique chinoise. Le shiatsu, c'est une pratique japonaise, une pratique manuelle, où on touche la personne. Et il m'est apparu, à travers les rencontres de patients que j'ai fait, que certaines personnes ne pouvaient pas avoir accès à la sophrologie, qui ne fonctionne qu'à distance et par la voix, et qu'ils avaient besoin d'être touchés. Donc j'ai fait une pratique manuelle de toucher, donc le shiatsu, qui se pratique habillé, allongé, et qui permet de mettre plus en place l'énergie interne et les blocages internes, pour pouvoir accéder à d'autres techniques, et notamment aller un peu plus vers la sophrologie, qui permet aux personnes, bon, globalement on sait que la sophrologie permet de dépasser le stress, mais ça peut aller beaucoup plus loin, puisqu'on peut faire des ciblages vraiment réels de chaque problématique personnelle, notamment des blocages corporels, des blocages dus à des pathologies psychosomatiques, des blocages psychiques. Voilà, on a en sophrologie des techniques recouvrantes qui traitent vraiment un problème précis, passage d'examen, stress au niveau d'une opération chirurgicale, préparation à l'accouchement, des choses comme ça. Et on a des techniques découvrantes qui vont aller chercher plus précisément les problèmes psychiques et les problèmes psychosomatiques. Voilà, et donc qui travaillent beaucoup plus avec des techniques d'hypnose qui vont chercher plus de visualisation au moment de la séance de relaxation en sophrologie. Voilà, et puis par la suite, là dernièrement, ayant fait un grand travail en psychothérapie, et notamment grâce à la Gestalt thérapie, je peux accueillir mes patients en étant beaucoup plus dans une perspective de psychothérapie, y associant toutes ces techniques corporelles. Voilà, j'ai une démarche vraiment très pluridisciplinaire qui s'occupe du corps, de l'esprit, et qui permet de relier l'ensemble. Les techniques recouvrantes en sophrologie, c'est ce qu'on va trouver par exemple en groupe de sophrologie, dépasser son stress, c'est des protocoles très précis qui sont adaptés à des demandes. Donc je vais passer un examen, par exemple je vais passer mon bac, je suis très stressée, il y a des techniques très précises pour dépasser le stress. On reçoit la personne sur entre 7 et 10 séances pour qu'elle puisse se préparer au passage de son examen, le baccalauréat, passage du concours, etc. Donc là on utilise des protocoles précis qui permettent de recouvrir le problème proposé. Enfin voilà, c'est un problème qui vient de l'extérieur. Les techniques découvrantes vont aller chercher des choses beaucoup plus au niveau de l'inconscient de la personne, en tout cas les choses qui sont de l'ordre du blocage personnel, individuel, et qui sont dues à des traumas rencontrés par exemple dans l'enfance ou des traumas rencontrés récemment et qui ont du mal à être dépassés. C'est ce que l'on peut retrouver par exemple dans les troubles du sommeil, qui sont à chaque fois individuellement différents selon ce qu'a rencontré la personne dans son histoire. Mmh. Donc il y a des techniques découvrantes comme la sophromnésie par exemple, où on va aller chercher des choses dont la personne ne se souvient plus et qui vont pouvoir réapparaître dans l'état de conscience modifié qu'on induit en sophrologie. Et là on est vraiment dans de la thérapeutique. J'ai deux orientations dans ma semaine. Je travaille en institution, je travaille en association, donc là j'y fais des groupes, j'anime des groupes de sophrologie, des groupes de qigong et d'énergétique. Et puis l'autre moitié de la semaine, j'accueille ici dans mon cabinet des séances en individuel. Donc je répartis mon temps, je partage le cabinet avec d'autres personnes, donc je répartis mon temps en fonction de ce partage. J'ai à peu près moitié-moitié du temps en groupe et la moitié du temps en individuel. Bien souvent, j'essaie dans une journée, pour mon équilibre personnel, j'essaie d'allier les deux. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir une partie de la journée où je vais faire du groupe, où c'est plus convivial,
où j'ai moins à focaliser sur la personne puisqu'il y a moins de thérapeutique. C'est plus de la gestion stress, de la réunion de groupe. Voilà, je cherche à ce que ça reste convivial. Et l'autre moitié de la journée, en général, je fais un peu plus d'individuel, où là, il faut que je sois beaucoup plus concentrée et où ça me demande un peu plus d'investissement personnel. Voilà, donc j'essaie d'orienter, d'avoir cette orientation d'équilibre dans ma vie personnelle, dans mon professionnel, de pouvoir être disponible à chaque moment, sans faire toute une journée de rendez-vous individuels, car c'est assez, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de l'investissement personnel quand même. Alors, ce métier a tout changé dans ma vie. J'ai commencé par être prof de français, avec des jeunes en difficulté, et je ne pouvais plus continuer à faire mon métier sans être dans quelque chose de plus existentiel et de plus vivant. J'avais besoin de répondre aux soucis quotidiens et de vie de ces jeunes personnes que je rencontrais, et je ne pouvais plus pratiquer mon métier de prof. Donc ce métier a changé ma vie dans le sens où il est venu me chercher au niveau personnel, et il est arrivé comme une vocation. Ça n'a rien eu à voir avec le passage dans un métier, comme on pourrait séparer sa vie entre je vais à mon boulot et je reviens à ma maison et je cloisonne. Quand on devient thérapeute, parce que je me qualifie de thérapeute psychocorporel, mais je suis thérapeute, c'est-à-dire que j'ai cette vocation de pouvoir être dans le soin et de pouvoir être dans l'accueil, la bienveillance et l'empathie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui parle à l'intérieur de soi et dont on a besoin, que l'on a besoin de mettre en place pour pouvoir être dans son propre équilibre personnel. Donc ça demande aussi peut-être un positionnement interne de sa propre énergie, de ce que l'on est soi-même et de sa propre implication spirituelle. Au bout d'un certain temps, on a besoin d'aller chercher quelque chose de l'ordre de la recherche spirituelle aussi. Voilà, donc ça a changé dans ma vie beaucoup de choses, dans ma perception personnelle et dans l'organisation de ma vie personnelle, notamment aussi avec mes enfants, avec ma famille, dans ma relation aux autres. Voilà, beaucoup de choses ont bougé du fait de cette nouvelle perception et de cette nouvelle vocation. Alors, elle est assez importante. Alors, spiritualité, c'est un grand mot, hein. Déjà, moi, j'aimerais bien faire la différence, là, vraiment pour poser le cadre, entre spiritualité et religion. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui implique profondément l'état d'être et le savoir-être en présence des autres et dans notre environnement. Donc, l'implication spirituelle, elle est à chaque instant quand on est dans l'empathie avec l'autre. L'empathie, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. Et c'est pareil, c'est complètement différent de la compassion. C'est savoir être à la place et non pas prendre en charge l'autre, mais vraiment être quelqu'un de présent. Être dans la présence à l'autre et dans la présence au monde. Donc c'est quelque chose qui s'appellerait en sophrologie, mais aussi qui rejoint une partie de la Gestalt thérapie, c'est savoir être dans la phénoménologie, savoir repérer ce qui se passe dans cet instant présent. Où en sommes-nous ensemble dans cet instant présent? Voilà, mon implication spirituelle parle du lien aux autres, de la respiration que l'on peut avoir avec les autres, de comment on est là présent pour et avec l'autre. Alors, la principale difficulté, je dirais, c'est comme tout être humain qui a un métier et qui a un rythme assez enlevé et qui est dans le lien ou dans le soin, c'est de pouvoir rester en équilibre interne avec soi-même. C'est-à-dire de pouvoir, de savoir à quel moment il faut s'arrêter, il faut se ressourcer, il est important d'aller retrouver son propre équilibre pour pouvoir être dans le lien et le soin. Et là, il y a vraiment des règles très importantes au niveau déontologique. Il est important d'avoir un superviseur, il est important d'avoir sa propre thérapie à soi, il est important de pratiquer aussi pour soi-même, notamment moi je pratique beaucoup le Qigong, pour moi-même au niveau personnel régulièrement, peut-être aussi de prendre soin de soi un peu plus que la moyenne des gens, donc d'aller se faire masser, de faire de la relaxation pour soi, de rencontrer des collègues. Voilà, tout ça, ça va participer à un équilibre humain et interne qui va permettre de continuer à exercer son métier sans en être en souffrance. Et la souffrance du thérapeute, elle peut exister très très vite.
elle peut se mettre en place très très vite. Donc c'est important de prendre soin de soi et d'être conscient dans ce métier que nous ne sommes pas des surhommes. Voilà, d'être vraiment dans l'empathie, mais de rester à sa place d'humain. Alors, la supervision, le superviseur, c'est une personne de référence que l'on va voir, qui a plus d'expérience que nous, qui a une capacité aussi à analyser, parce qu'elle est à l'extérieur de notre pratique, elle est distanciée de notre cabinet, qui est capable de voir à quel endroit le thérapeute qui suit une personne et avec qui il y a un souci, qui est capable de voir la faille qui existe chez le thérapeute que lui ne voit pas forcément, parce qu'il est dans sa part d'obscurité au moment où il est dans la présence avec l'autre. En ramenant une situation qu'on a vécue en cabinet et qui est peut-être difficile pour soi, en l'amenant chez le superviseur, on envisage de devoir travailler dessus, soi-même en tant que thérapeute. Donc on l'amène à son superviseur pour voir à quel endroit au niveau professionnel il y a eu une faille, il y a eu un endroit où ça a péché, et où on peut essayer d'autres méthodes, d'autres techniques ou d'autres manières d'être. Et qu'est-ce que nous, en tant que thérapeute, on va devoir travailler sur nous-mêmes pour que ça ne se reproduise pas dans d'autres entretiens individuels ou dans d'autres pratiques individuelles. Voilà, donc le superviseur est un peu une bouée de sauvetage professionnelle. Quand on sent qu'on n'est pas très à l'aise, ben, on va lui ramener et il va nous faire le point, le bilan, et nous renvoyer à nous-mêmes dessus pour pouvoir analyser la situation. Je dirais, je ne peux pas être fière d'une thérapie, parce que mon travail, il est vraiment, je dirais vraiment pluridisciplinaire, et plus que pluridisciplinaire, j'essaie d'avoir une posture holistique, c'est-à-dire une posture où je vais intégrer toutes les méthodes que je connais. Donc il n'y a pas une thérapie particulière, que ce soit la sophrologie, que ce soit le shiatsu, le qigong, que ce soit, je fais un petit peu d'hypnose par moment quand c'est nécessaire, que ce soit la posture gestaltiste que j'essaie d'adopter le plus possible dans mes pratiques. Il n'y a pas une thérapie dont je sois la plus fière. Pour moi, c'est l'adaptation qui est la plus importante, l'adaptation à la personne que nous avons en face de nous à ce moment-là. Et c'est plus la posture d'être avec la personne que je cherche à avoir, dont je pourrais être le plus fier. C'est-à-dire que quelque part, la posture, et c'est la Gestalt thérapie qui m'a apprise à l'être, hein, dans cette posture, la posture de présence à l'autre est l'élément le plus important pour savoir quelle technique on va utiliser, qu'est-ce que l'on va utiliser réellement avec la personne que l'on a en face. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a de la délicatesse et de la finesse dans le choix de la pratique que l'on va faire. Plutôt que de proposer une pratique à une personne qui la demande, peut-être on va repositionner la demande de la personne pour l'orienter vers autre chose qui nous semble plus pertinent en fonction de l'état d'être dans lequel elle est. Et c'est de ça dont je suis le plus fière, c'est peut-être la capacité d'adaptation de la thérapeutique à la personne qui est en face de moi. Et c'est cette pluridisciplinarité qui me permet de le faire. Alors, c'est pas réellement une gestion émotionnelle, puisque de toute façon, la personne arrive avec ça. De toute façon, tous mes patients arrivent avec un problème émotionnel. Sinon, ils ne viendraient pas me voir. Donc, la gestion émotionnelle, c'est justement la raison pour laquelle ils viennent. Donc comment je gère? Ben, voilà, j'adopte une posture plutôt gestaltiste, c'est-à-dire une posture d'être là, d'être présente. Et c'est dans la présence corporelle que je vais pouvoir saisir ce qui se passe au niveau émotionnel dans l'espace où nous sommes, dans cet instant présent. Et c'est ce qui se passe dans l'instant présent qui m'interpelle et qui m'intéresse. C'est-à-dire ce qui s'est passé, où le récit de la personne est important, bien sûr, mais c'est ce qui se passe au moment où elle le raconte, au moment où elle est présente avec moi, qui m'interpelle, et c'est sur cet espace-là que je vais travailler. Alors, il y a deux instants, il y a deux espaces en fait émotionnels. Il y a quand je reçois la personne, je peux être touchée effectivement par son récit. D'ailleurs, on ne reçoit pas n'importe quel patient.
En général, ce sont des problématiques qui viennent nous toucher nous-mêmes. Donc dans cette posture-là, face à une personne vraiment très touchée par l'émotion, je peux être moi-même touchée, parce que je suis dans l'empathie, que je suis humaine. À ce moment-là, j'ai des techniques personnelles que j'utilise, notamment l'accès à tout ce qui est théorique phénoménologique, c'est-à-dire mes sensations, être proche de mon propre corps, toujours être présente dans mon corps, et pouvoir y remédier grâce à des respirations précises et particulières. Et puis peut-être aussi, par moment, il m'arrive de partager que je suis touchée par ce que m'amène la personne. Ce partage va permettre aussi d'être ensemble dans l'instant présent. Voilà, donc je gère à ce moment-là mes émotions de cette manière. Je les gère aussi de façon plus globale en continuant à aller voir ma psychothérapeute, que je connais depuis très longtemps, et donc qui me permet d'aller travailler sur des émotions qui ont été peut-être trop fortes en séance. Et si ça vient me toucher à ce point, c'est que j'ai encore des choses en tant qu'humain à travailler, de ma propre histoire. En ce qui concerne le stress éventuel que ça pourrait générer chez moi quand je rentre chez moi, je me ménage en fait un temps, avant de rebasculer dans ma vie quotidienne et de retourner dans ma famille, je me ménage un temps de méditation où je fais quelques exercices toute seule dans mon cabinet, où j'aère aussi, où je nettoie un peu mon cabinet et où je pratique la méditation avant de rentrer chez moi. Voilà, pour bien faire circuler.